l'Agence régionale de santé Île-de-France présente Diagnostic, le podcast des solutions innovantes pour améliorer la santé de tous. Chaque mois, 30 minutes de discussion animée par le journaliste Guy Birenbaum. Bonjour à tous, le sujet du jour de ce podcast Diagnostic, c'est l'accès aux soins pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Martinon. Bonjour Sophie, vous êtes directrice adjointe de l'ARS d'Île-de-France. Mathias Vargon, bonjour Mathias, vous êtes médecin urgentiste à la tête des urgences et du SMUR de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et Farida Feza, bonjour Farida, vous êtes représentante des usagers dans un certain nombre d'établissements du 92 et aussi membre du comité d'éthique de la PHP. J'ai pas dit de bêtises ? C'est ça. Alors, évidemment, le sujet de ce podcast, ce sont ces JO et ces Jeux paralympiques qui s'annoncent. Première question pour vous, Sophie Martinon. Comment vous êtes-vous préparés les uns et les autres, et ici en particulier à l'ARS, en vue de ces Jeux olympiques et paralympiques ? Bonjour à tous. Un mot, effectivement, d'abord, je suis très heureuse qu'on inaugure cette série de podcasts par ce sujet Jeux olympiques et paralympiques. C'est un événement qui finalement a mobilisé l'Agence régionale de santé et toutes ses équipes depuis maintenant plus de 2 ans. Et effectivement, on a énormément anticiper, c'est le premier mot que je voudrais utiliser pour répondre à votre question, l'anticipation, en se disant finalement c'est quelque chose qui est prévu, comment est-ce que on se met en ordre de marche pour anticiper l'impact sur le système de santé et assurer pendant les Jeux olympiques la continuité des soins, la continuité des prises en charge, la continuité des accompagnements. Donc concrètement, notre objectif, c'était vraiment d'imaginer le dispositif le plus adéquat possible, c'est-à-dire en évitant de surmobiliser les équipes du système de santé, dont on sait qu'elles sont très mobilisées et que par ailleurs, on aura besoin d'elles avant et après les Jeux olympiques et paralympiques. À la différence d'autres fonctions ou d'autres missions, d'autres acteurs, il faut qu'on soit au top pendant 15 jours, mais en fait, il faut aussi pouvoir assurer les soins des franciliens avant, après, dans la durée, et tout en assurant effectivement les congés des professionnels de santé. Donc voilà, anticipation, adéquation et puis communication. On a beaucoup travaillé à la coordination des professionnels, filière par filière, en essayant d'imaginer les impacts des Jeux olympiques. Alors le principal impact, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est celui sur la circulation, sur la mobilité. Et donc là, effectivement, il faut tirer le fil sur tous les sujets. Ça veut dire la mobilité des professionnels, ça veut dire la mobilité des patients et des usagers, ça veut dire la mobilité aussi tout simplement des livreurs ou de toute la chaîne logistique qui alimente à la fois les hôpitaux, mais aussi les professionnels en ville, par exemple. Alors, je vais avoir des questions pour vous, Farida et Mathias, mais je voudrais continuer un instant avec vous, Sophie Martinon. Est-ce que vous avez tiré des leçons des JO précédents ? Je pense notamment aux JO de Londres, qui présentent une proximité assez importante avec les JO de Paris. Effectivement, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement comment on fait les autres et parce qu'au départ, c'était difficile de dimensionner, de se dire mais finalement quel va être l'impact pour les professionnels et pour le système de santé. Tout le monde imaginait qu'il y en avait un, mais combien en gros ? On a essayé de tirer parti des expériences passées. Donc au Japon, il n'y avait pas de public. Donc on a à Rio, le système de santé est très différent et donc finalement c'est les JO de Londres qui nous sont apparus comme le plus pertinent, même si le système de santé britannique n'est pas tout à fait le même. En fait, ce qu'ils ont observé, donc c'était en 2012, c'est principalement une augmentation des soins non programmés et des passages aux urgences de l'ordre de quelques pourcents. Donc on a finalement estimé qu'on pouvait partir sur une hypothèse un peu qui avait l'avantage de donner un horizon de l'ordre d'un impact sur 5% d'activité supplémentaire sur un certain nombre de spécialités. En fait, c'est vraiment le retour d'expérience de Londres où en fait, les principaux enseignements, c'est on s'était vraiment préparé, mais on avait plutôt surcalibré le dispositif et finalement, on a eu au final un impact relativement limité. Et donc, du coup, on a calibré un dispositif de renforcement ciblé sur certaines filières de soins, sur certains lieux. Donc, quelle filière ? Les filières, c'est principalement les urgences. Ouais. Évidemment, tout ce qui est prise en charge préhospitalière, donc les SAMU et du côté des secours, les pompiers. C'est aussi tout ce qui est aval des urgences, du coup. Donc, et bien sûr, soins critiques, tous les lits d'aval issus des urgences. Et puis, on a ciblé 12 établissements de santé qui sont à côté des épreuves en définissant, en les ciblant comme établissements de première ligne
pour les renforcer spécifiquement. Sachant que 90% des épreuves, sauf erreur de ma part, se déroulent en Île-de-France. Alors j'ai encore une petite question pour vous et après, évidemment, vous allez réagir, Farida et Mathias. Alors, il y a les visiteurs des JO, je ne sais pas combien ça nous amène, mais une quinzaine, je sais pas, 15 millions de personnes à peu près, ou chose comme ça. C'est les chiffres de l'Office du tourisme. Bon, si l'Office du tourisme. Mais est-ce que les Franciliens vont, pendant ce temps-là, pouvoir accéder aux soins? Parce que vous savez comme on est, nous les Français, et particulièrement les Franciliens, le seul sujet qui nous intéresse, c'est nous. À juste titre, ça fait partie des missions de l'ARS d'être aussi, de garantir finalement, d'assurer la continuité des soins pour les Franciliens. Et c'est sans doute ça l'enjeu le plus important. D'où l'enjeu de communication. Mais c'est pour ça qu'on a aussi travaillé sur la médecine de ville et notamment qu'on a renforcé à la fois côté régulation, mais aussi maison médicale de garde et côté centre de santé, centre de premier recours, disons, plus globalement, notamment dans les territoires les plus concernés, donc Paris et la Seine-Saint-Denis, où on a 7 centres de premier recours fléchés, un peu identifiés pendant la période des JO. Après, les Jeux Olympiques et Paralympiques prennent place aussi pendant l'été, qui est une période de tension de toute façon. Donc, on a toujours une action préventive, organisationnelle avant l'été pour s'assurer que l'accès aux soins sera facilité pour les Franciliens pendant cette période qui n'est pas facile, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Alors, justement, Mathias, Vargon, comment voyez-vous les choses, vous, de votre fenêtre et à partir de ce que Sophie Martinon vient de nous décrire? Dans quel état de stress ou de bonne humeur ou de confiance vous trouvez-vous, sincèrement? Non, mais en fait, c'est une charge supplémentaire qui s'est rajoutée sur le personnel hospitalier et notamment le personnel des urgences, avec une sortie de Covid quand même qui est pas complètement digérée. On a perdu énormément de personnel à ce moment-là, des gens qui ont fini par partir alors après le Covid. C'est un phénomène mondial dans les professions de santé où les gens sont partis. Et donc c'est un moment où on récupère des gens et on se dit que c'est une nouvelle phase de travail. Donc on s'y prépare évidemment depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Sophie Martinon disait 2 ans pour l'ARS. Vous, ça fait combien de temps que vous vous préparez? Plus de 2 ans que j'y pense en fait. J'y pensais avant le Covid à l'organisation qu'on avait. Mais oui, ça fait 2 ans, mais ça nécessite de revoir les plannings. C'est-à-dire expliquer aux gens qu'ils prendront pas leurs 3 semaines de vacances d'affilée, sachant que parfois il y a des services où les gens prennent 1 mois. Chez moi, c'est 3 semaines. Et puis qu'il faudra des gens pendant les JO, mais aussi avant les JO, après les JO, avec des messages gouvernementaux qui n'étaient pas évidents, puisqu'il y a aussi se mêle à ça. Et c'est une vraie problématique, les histoires de primes. Alors expliquez-nous ça. En fait, je ne peux pas l'expliquer puisque ça n'est absolument pas clair de qui touchera les primes, qui touchera pas les primes, puisqu'il y a beaucoup de conditions, qu'il ne s'agit pas de tous les personnels et qu'on va forcément créer des dissensions dans ces services et entre ces services et le reste de l'hôpital. Et entre l'hôpital et le reste des fonctionnaires. Donc on voit bien qu'on a cette problématique qui n'a pas été pensée du bas, de bottom vers le haut, mais au contraire du haut vers le bas. Et pour moi, par exemple, les gens qui seront là avant et après les JO sont aussi importants que les gens qui seront là pendant les JO, puisqu'ils permettront aux gens qui sont là pendant les JO de pouvoir partir en vacances. Donc on a cette problématique-là. On est un établissement de proximité des JO, puisque on est à côté du Stade de France. C'est vrai que la France est un pays très centralisé, et donc on a commencé à parler d'abord des hôpitaux universitaires. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me batte personnellement pour faire apparaître mon hôpital sur la carte, alors qu'il était le plus proche du Stade de France, et que nous, on a une particularité, c'est qu'on a une annexe. Si je dis ça, ils vont pas être très contents, mais on a... Sophie Martinon hoche la tête en disant non, je le dis parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais on a un deuxième hôpital. On a un deuxième hôpital qui est un hôpital de gériatrie, de soins palliatifs, qui lui est au métro du Stade de France et qui est à la sortie des escaliers du Stade de France et qui au début avait été un peu ignoré. Et donc, alors là, c'est des discussions avec l'ARS qui ont permis de le faire apparaître sur la carte. Et nous, c'est un poste supplémentaire pendant les JO. On installe un poste médical avancé qui va pouvoir permettre, 1, de voir les patients qui n'ont pas grand-chose et d'éviter qu'ils aillent aux urgences, 2, de réorienter les patients vers les urgences. Et puis, il y a le gros travail qu'on a fait, dont on parle pas, mais parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le gros travail que tous les services d'urgence ont fait, que tous les services, les SAMU ont fait, avec les SMUR, c'est-à-dire le SAMU, c'est les grands centres
d'appel qui recueille les urgences, et puis les SMUR, c'est les unités mobiles d'urgence et de réanimation. Et puis les pompiers ont travaillé aussi là-dessus, c'est l'impensé des attentats en fait. On a tous ça en tête, c'est-à-dire l'afflux massif de victimes, tout le monde se prépare à ce genre de choses. On n'aime pas en parler parce que c'est pas très festif, mais on s'est tous préparés là-dessus. Et notre poste médical avancé, lui, il sera équipé aussi pour recevoir, et on espère que ça se passera pas, des personnes. Et puis, il y a une différence avec Londres. Alors, Londres, c'est plutôt rassurant. Mais il y a une différence avec Londres, c'est qu'on n'est pas en Angleterre et qu'il pleut pas tout le temps. Et donc, notre risque, en plus, c'est un risque canicule. C'est la chaleur. Et la chaleur, tout ce à la fois sur les spectateurs du stade, mais les spectateurs du stade sont plutôt des patients jeunes. Et s'ils boivent pas trop d'alcool, ça se passera pas trop mal, mais c'est aussi un risque qu'on a en tête. Et puis, il y a toutes les personnes âgées d'Île-de-France. Alors, même si on a fait beaucoup de progrès depuis 2003, c'est quand même un risque d'avoir un afflux massif de patients avec le risque canicule. Donc, tout ça fait que les personnels sont un petit peu tendus quand même à l'idée des Jeux Olympiques. Sophie Martinon, avant que je me tourne vers Farida, puis j'aurais une autre question quand même pour vous, Mathias, particulièrement sur septembre et les Jeux paralympiques qui vont se dérouler en Seine-Saint-Denis, et donc vous êtes là aussi en première ligne, si j'ose dire. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Mathias qui vous a un tout petit peu interpellé? Donc moi, comme j'aime un tout petit peu pointer les interpellations, je suis là pour ça. Non, mais d'abord, je voudrais souligner qu'effectivement, il y a eu un énorme travail au sein des établissements. En fait, on a demandé aux équipes d'avancer pour établir les plannings en amont. Donc ça, effectivement, ça implique aussi de mobiliser tout le monde. C'est une charge de travail supplémentaire. Enfin, évidemment, il faut le reconnaître. Et après, alors là où j'ai un peu réagi, c'est plutôt non, parce que il a toujours été clair et évident que le centre hospitalier de Saint-Denis était évidemment un établissement de première ligne. Et après, c'est vrai qu'on a mené un travail, je trouve extrêmement intéressant sur l'annexe avancée, et que évidemment, on a été d'accord pour pouvoir la renforcer très rapidement. Après, concernant la prime, moi, je comprends très bien la difficulté. On a le même sujet à l'ARS, soyons clairs. En fait, en réalité, c'est très difficile d'identifier parmi nos équipes qui est plus mobilisé pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, c'est la difficulté pour tout événement ou pour toute charge de travail supplémentaire. Il y a quand même des services qui sont un peu plus en première ligne que d'autres, et c'est vrai que c'est aujourd'hui la doctrine qu'on a établie. Elle n'est pas évidente, je le reconnais facilement. Farida Feza, vous n'avez pas encore parlé, et pourtant, c'est probablement votre parole qu'on a envie d'entendre maintenant. Vous êtes la représentante des usagers. J'aime pas bien ce mot usager, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Vous venez d'entendre Sophie Martinon, vous venez d'entendre Mathias Vargon. Quel est votre état à vous en termes d'attente, d'inquiétude, de stress, Non, vous n'êtes pas stressé. Comment vous voyez les choses et quelles sont les problématiques ou les risques que vous voyez émerger qu'on n'aurait peut-être pas évoqués jusque-là? Alors, je veux me faire la parole, en fait, des usagers en général. Alors, je suis d'accord avec vous, j'aime pas trop le terme, on va dire des patients ou de ceux qui sont concernés par la situation pendant les Jeux Olympiques. Alors moi je trouve plutôt rassurant en fait ce que j'entends, les discours qui sont tenus, le fait d'avoir effectivement anticipé les problématiques, d'avoir des professionnels impliqués et largement impliqués. Il n'empêche que certaines questions émergent. Alors effectivement on a bien compris, il y aura des zones rouges, il y aura des zones bleues pour circuler et c'est un peu fluctuant, donc on a bien compris, vous me reprendrez si je me trompe, que ça varie au jour le jour. Alors ceux qui s'inquiètent, puisque les retours, j'ai questionné bien évidemment vous avez des retours, autour forcément. de moi, oui. Alors les inquiétudes, elles sont évidemment sur le fait que les personnes doivent avoir un QR code. Quid des gens qui n'ont pas de smartphone, qui maîtrisent pas. Parce qu'il y en a encore qui n'ont pas de smartphone. Mais oui, les personnes vulnérables et âgées. Le problème aussi du déplacement de l'accompagnant. Lors des déplacements. Voilà, certains s'inquiètent en disant j'ai l'habitude d'accompagner mon père, ma mère, peu importe. Est-ce que là je vais pouvoir l'accompagner? Voilà, je crois que non. Je crois avoir alors il y a peut-être certaines choses qui vont être éclaircies. Elles vont être précisées par Sophie Martinon notamment. Sur les urgences ponctuelles, parce que là on va parler plutôt des malades chroniques qui doivent se rendre en dialyse, en chimiothérapie, en radiothérapie, sur les déplacements. L'inquiétude qui pointe, parce que c'est ce qu'on avait noté, c'est que seuls certains véhicules seront habilités à se rendre sur les lieux de soins, sauf que il y a quand même une pénurie au niveau des transports sanitaires, et puis avec certaines règles qui ont un petit peu évolué ces derniers temps. Donc ça, c'est aussi une question qu'on se pose. Et puis le fait que pour les urgences
ponctuelle, la gravité, alors ça c'est beaucoup remonté, la gravité sera évaluée potentiellement par les forces de l'ordre. Donc là, ça vous rassure pas? Non, ça rassure pas tout le monde. Parce que, d'une part, les forces de l'ordre ne sont pas des médecins. Donc, comment on peut évaluer la gravité? Certaines personnes peuvent être debout et avoir peut-être des symptômes plus graves, et d'autres... voilà. Donc ça, c'est des questions qui remontent, et on espère avoir quelques Alors, Sophie Martinon, réponses. J'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui vous concernent assez directement. Non, mais je pense que vous pointez des questions tout à fait légitimes, et c'est vrai que au-delà des risques sanitaires eux-mêmes, comme la canicule, qui font partie effectivement de nos inquiétudes, notre principale difficulté, mon principal point d'inquiétude, c'est la mobilité et la circulation, que ce soit d'ailleurs pour les patients et les usagers ou pour les professionnels, soyons clairs. Et donc là-dessus, on a énormément travaillé pour sensibiliser tout le monde à cette question-là. Donc je le redis, c'est anticiperlesjeux.gouv.fr, le site qui permet de savoir à une heure donnée, à un jour donné, si l'endroit où on veut aller est en zone rouge, et donc il y a des restrictions de circulation à la circulation motorisée uniquement. Donc on peut aller partout à pied et à vélo. Alors je sais que pour certains patients, c'est pas toujours possible, et donc il faut être aussi attentif à ces situations-là. Donc toutes les informations sont sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr. Côté agence régionale de santé, on a aussi mis en ligne une petite foire aux questions pour répondre à ces questions le plus précisément possible, parce que effectivement il y a plusieurs cas, et donc c'est pas toujours évident. Très clairement, les aidants sont bien intégrés dans les personnes qui pourront circuler pour aller accompagner quelqu'un à un rendez-vous, pour rendre visite à un proche qui est en EHPAD, donc ça c'est intégré dans les possibilités de circulation. Alors parfois avec un QR code et effectivement parfois avec des restrictions de mobilité, notamment pas en véhicule individuel en zone rouge, soyons clairs. Et donc moi-même j'ai participé par exemple au webinaire de France Asso Santé pour essayer de compléter cette sensibilisation. Le plus important, c'est effectivement sans doute pour les personnes qui ont une maladie chronique. Je pense à toutes les prises en charge en oncologie, je pense à toutes les personnes qui ont besoin d'une dialyse. Donc là, vraiment, le conseil, c'est d'anticiper au maximum. Et je pense qu'on va essayer encore de pouvoir, d'ici le début des Jeux, pouvoir refaire un webinaire ou deux en direction de ces patients-là, notamment en passant par les associations spécialisées, parce que je pense qu'il y a encore des questions très précises. Nous, de notre côté, on sensibilise en permanence la préfecture de police, évidemment, à ce sujet-là. On s'est assuré que les motifs d'urgence médicale, alors je vous rassure, tous les véhicules d'urgence pourront circuler dans toutes les zones et sur les voies olympiques. Donc voilà, il faut aussi... mais c'est vrai qu'il peut y avoir des urgences peut-être qui sont pas forcément des urgences vitales, sur lesquelles il faut pouvoir arriver à entrer dans une zone rouge. Après, les zones rouges, il y a peu d'établissements de santé qui sont dedans. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'anticiper lesjeux.gouv.fr pour avoir la carte et savoir si l'endroit où on se rend est en zone rouge ou pas, et du coup, s'il y a des contraintes associées. Mathias, quel est votre regard sur cet échange entre Farida et Sophie? Alors, c'est vrai que pour les patients, ça va être un peu infernal quand même, parce que on parle de pouvoir passer. Alors, les QR codes, moi, j'avoue que j'y suis allé sur le site, j'ai rien compris, mais je ne suis que médecin. Ça, c'est vous, Mathias. Ouais, c'est ça. Et je ne suis que médecin. J'ai découvert, par exemple, que moi, j'étais dans une zone rouge certains jours, dans mon domicile, mais qu'il n'y avait pas besoin de QR code, donc j'ai rien compris. Mais parce que c'est une épreuve sur route, voilà. Donc il y a plein de choses qui sont différentes, et donc je ne sais pas si je pourrais aller à l'hôpital ce jour-là. Ouais, ça dépend des épreuves. Je sais même pas si je pourrais sortir de chez moi ce jour-là ou pas. Mais je ne peux pas prendre de QR code. Donc ça, c'est pour montrer la complexité. J'imagine les patients, comment ça peut être complexe. On a déjà de gros problèmes de circulation en Île-de-France, quotidiennement. On a de gros problèmes d'ambulance, par exemple. Demander à une ambulance de traverser Paris, de rentrer dans Paris, de sortir de Paris, ou d'aller à l'autre bout. Moi, je suis en petite couronne, je parle même pas de la grande couronne, mais de faire un quart ou un demi-périphérique, c'est très compliqué de trouver des ambulances. Donc j'imagine que ça va être encore plus compliqué, que les temps de trajet vont être rallongés. Ils le sont déjà depuis un certain temps. On s'en aperçoit. Alors peut-être qu'il y a une partie des Parisiens et des gens d'Île-de-France, des Franciliens, qui vont partir. Mais c'est vrai que c'est une angoisse. Et alors pour les personnels, c'est aussi une angoisse. Parce que recevoir des patients, il faut avoir des gens. Si tout le monde est bloqué dans les bouchons, on peut anticiper que quelqu'un qui est bloqué dans un bouchon le lundi, qui est bloqué dans un bouchon le mardi, le mercredi, ça va être compliqué pour lui de le faire venir. Et nous, on télétravaille pas.
Donc c'est très problématique. C'est à la fois que les patients puissent se rendre dans les lieux de soins, que les professionnels de santé, alors je pense aux infirmières libérales, aux médecins libéraux, puissent aller voir leurs patients à leur domicile. Alors notamment les infirmières libérales, les médecins, c'est moins fréquent maintenant. Et puis que les personnels hospitaliers, mais pas que les médecins ou les infirmières, les secrétaires, les gens qui les servent à la cantine, tout ce personnel-là, puissent se rendre à l'hôpital, que quand il y a des barrages de police, les choses se passent bien. On n'est pas certain que ça se passera toujours très bien parce que tout le monde est stressé. Et ça, c'est une vraie problématique de est-ce que on pourra avoir accès, et soignants et patients, aux établissements de santé. Et ça, pour moi, c'est une grosse angoisse. Réellement. Et c'est votre angoisse, Farida, si je résume cet échange entre vous trois. Oui, c'est l'angoisse des patients. Donc voilà, on met les mains sur la table en espérant que voilà, vraiment les choses se passeront au mieux et qu'il y aura pas de gros couacs, parce que je crois que l'objectif il est là. À côté de ça, c'est vrai que les déplacements en ambulance et en en transport, en tout cas en VSL, sont une grosse inquiétude, mais c'est un sujet d'angoisse parce que bien que j'ai bien compris que l'ARS essayait de communiquer beaucoup, certains n'ont pas l'information. Alors là, je me fais l'écho des établissements de santé privés dans lesquels je siège, où on m'a fait remonter l'information en disant si vous pouviez dire un mot sur le fait que, en fait, de notre côté, on est obligé d'aller à la pêche aux informations, et par ailleurs de médecins libéraux qui ont pu faire remonter aussi en disant, pour cette histoire de prime, en disant on a sollicité les médecins du public et nous. Voilà. Sophie Martinon. Alors, je réponds à ces deux questions. La première, effectivement, les règles sont complexes. Effectivement, par exemple, sur les épreuves sur route, il n'y a pas besoin de QR code. Donc vraiment, moi, j'insiste. Anticiper les jeux.gouv, c'est vraiment la meilleure façon de s'informer, de savoir quelles règles s'appliquent à l'endroit où on travaille, où on veut aller. Donc franchement, voilà, c'est vraiment où on habite aussi également, évidemment. On sait qu'on a des journées qui vont être particulièrement chargées. La cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, les épreuves sur route, puisqu'en fait, c'est un périmètre glissant. Alors à la fois, on est plus bloqué, mais ça dure moins longtemps. Donc, puisqu'une fois que la course cycliste, par exemple, est passée... Une fois que c'est passé. Eh ben, on peut accéder sans problème. Mais donc, effectivement, il y a des subtilités. C'est pas la même chose tous les jours. Donc, vraiment, anticiper les jeux.gouv.fr. Et par ailleurs, on va continuer l'information. Je pense que chacun a aussi une responsabilité un peu individuelle de s'informer. Et ensuite, bien évidemment, nous, ce qu'on martèle, c'est que les établissements de santé doivent informer leurs patients et leurs usagers. C'est indispensable. Et donc, pour ça, il faut qu'eux-mêmes soient bien au clair sur, finalement, est-ce qu'ils sont proches d'un périmètre rouge ou pas, etc. Voilà, donc moi j'espère qu'on arrivera à un niveau d'information qui sera le meilleur possible. Honnêtement, je pense que ça va monter en puissance. Voilà, on entend beaucoup parler des JO, ça va continuer. Et votre deuxième question, le deuxième point, c'était sur les établissements. Je me faisais l'écho, voilà. Les établissements privés, voilà, tout à fait. Alors dans les 12 établissements de première ligne plus la PHP, on a 4 établissements privés ou privés non lucratifs qui font partie des 12 établissements et donc qui à ce titre-là bénéficient de financements supplémentaires pour pouvoir renforcer leur offre. Alors, j'imagine que les 2 établissements que vous évoquez font pas partie de ces 12 établissements de première ligne, mais sachez qu'on a effectivement choisi ces établissements en fonction de leur localisation et de leur proximité avec des épreuves olympiques et pas en fonction de leur statut. Alors, on va se projeter un peu parce que là, on a vu à peu près... Moi-même, je commence à être un peu rassuré grâce à vous, Sophie Martinon. Je vous le cache pas, j'étais inquiet en arrivant. Je commence à un peu mieux comprendre. Et puis surtout, je vais aller sur un site internet que je vais découvrir. Donc ça me fait très plaisir. Que va-t-il rester de ces Jeux ? Vous savez, c'est toujours la question, après les Jeux Olympiques, la question des infrastructures en matière sportive. Mais là, c'est pas les infrastructures en matière sportive, c'est que va-t-il rester après ces Jeux ? De ce que vous êtes en train de mettre en place et qui, à mon avis, peut être très vertueux pour la suite. Et on verra ce qu'en pense Mathias Vargon et Farida Feza. Alors moi, j'espère d'abord qu'il va en rester quelque chose d'un peu immatériel, qui est qu'on aura tous participé à une aventure quand même un peu extraordinaire, hors du commun. Les JO à Paris, c'est une fois tous les 100 ans. Bon, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est nous. Et c'est nous, si j'ose dire. Donc voilà, ça c'est le premier élément.
Le deuxième, c'est clairement, nous, on souhaite pouvoir s'appuyer sur cette dynamique olympique pour développer l'activité physique et la développer auprès des personnes qui sont les plus éloignées finalement de l'activité physique. Alors ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes en situation de handicap. Il y a eu depuis 1 an et demi, on a noué des partenariats, par exemple avec la Ligue de sport paralympique. On a développé des actions dans les établissements médico-sociaux d'accueil d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. Et donc voilà, ça pour moi, ça fait partie aussi de l'héritage collectif finalement qu'on espère après les Jeux, pouvoir continuer sur cette dynamique. Et puis enfin, le dernier élément, c'est aussi ce qu'on aura appris ou ce qu'on aura fait ensemble pour préparer les JO. Je pense notamment à 2 sujets, mais c'est vrai sur d'autres. Le premier, c'est la cybersécurité. En fait, on n'en a pas encore parlé, mais moi, dans mes sujets d'inquiétude, il y a les cyberattaques. On a eu 2 cyberattaques sur les 3 dernières années en Ile-de-France. Franchement, ça met à plat un établissement. C'est extrêmement désorganisateur. Et donc, on sait qu'on aura plus d'attaques pendant les Jeux Olympiques. Ça a déjà commencé, en fait. Le niveau de menace augmente. Et donc, du coup, on s'est aussi préparé face à ce risque-là. Les établissements ont vraiment substantiellement augmenté leur niveau de sécurisation. Voilà, on peut pas dire que c'est garanti comme protection. Le risque zéro n'existe pas. Exactement, surtout en matière de cybersécurité. Mais en tout cas, on a collectivement progressé en matière sur ce plan-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous rester. Et c'est aussi vrai, par exemple, sur la lutte antivectorielle. On a eu le premier cas de dengue autochtone l'an dernier. Et de la même façon, la prévention, la connaissance des risques, l'identification de maladies tropicales a progressé. Et je pense que ça aussi, c'est un acquis pour la suite. Mathias Wargon, le système de soins francilien va être renforcé. Est-ce que ça représente des lits supplémentaires ou des personnels supplémentaires pendant la période et qui vont rester après? Comment ça se passe? Alors, ça ne représente pas de personnel supplémentaire. Il va y avoir moins de fermetures de lits, mais parce qu'on demande aux gens de rester, en fait. Donc, il y a moins de fermetures de lits par rapport aux étés précédents. En termes positifs, alors, encore une fois, je vais revenir à tout ce qui est plan blanc. On a parlé de cybersécurité, mais en fait, ça nous a aussi tous obligés à remettre à plat tous nos plans de sécurité. Donc, je parlais de l'afflux massif de victimes. On s'est équipé aussi sur tout ce qui est ce qu'on appelait le NRC, c'est-à-dire le nucléaire, le radiologique, tout ce qu'on voit dans les films catastrophes. Donc ça, on a été obligé de remettre nos personnels à niveau. Bon, voilà, ça a quand même un impact. C'est intéressant, c'est important. Ça va pas rester à long terme, mais à moyen terme, en tout cas, c'est une façon de redresser un peu tout ça. Et puis pour le reste, j'aimerais bien quand même, mais pour l'instant, je le vois pas venir. On essaye, nous, dans notre établissement de le faire, d'en faire quelque chose d'un peu festif quand même. Oui, ce serait bien. Oui, la problématique, c'est que on a l'impression, en tout cas, moi, c'est mon impression personnelle, c'est que les JO, c'est quelque chose d'organisé, de très à but lucratif, et que nous, on est un peu là pour servir tous ces gens-là qui vont gagner de l'argent. Je me fais un peu le porte-parole des gens avec qui je discute. On est là et on voit bien que quand on leur demande des personnels de santé, eux, ils sont pas prêts à les payer. C'est l'État qui va payer les personnels de santé. Et quand on leur demande des urgentistes, par exemple, j'ai été interviewé plusieurs fois à ce sujet et ça me fait beaucoup rire, en fait, c'est que on leur dit, les urgentistes, ils en voudraient des gratuits. On est en manque. On sait très bien que c'est une denrée que les hôpitaux payent de plus en plus cher. Il y a eu l'intérim. Mais pour les Jeux Olympiques, ça devrait être gratuit. Et on voit bien que c'est un manque de considération puisque ils pensent que, alors, quand on leur demande pourquoi gratuit, ils disent c'est pour pas faire de concurrence aux hôpitaux. On aurait très bien pu s'organiser. On l'a fait pour d'autres choses. Nous, à proximité de mon hôpital, il y a un hôpital qui a eu énormément de problèmes d'intérim et il y avait plus d'intérimaires. On est plusieurs hôpitaux à avoir participé à leur planning en mettant nous-mêmes des gens de notre planning sur le leur, mais en s'organisant. C'est-à-dire que tout ça était pas au petit bonheur la chance. C'est moi qui prêtais des médecins certains jours. Ou en plus de leur travail et où l'hôpital les payait. Eh bien, on aurait pu faire exactement la même chose, c'est-à-dire payer les gens correctement. Ça aurait pu les inclure dans les JO. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu problématique, moi, je trouve. Cette grande fête, finalement, nous, on a plutôt l'impression d'être les soutiers derrière, plutôt que de participer à la fête. Il n'y a pas eu...
Le rugby, on a eu des invitations, même à la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai du personnel qui était à la cérémonie d'ouverture du rugby. Ils étaient super contents. Là, non. Ça peut encore venir. Oui, ça sera pour les Jeux paralympiques, pas pour les Jeux olympiques. On va voir. On va essayer de faire en sorte. Farida Feza, un dernier mot avant que je confie la conclusion à Sophie Martinon. Est-ce que vous sortez de là un peu rassurée quand même? Alors, c'est pas moi qui dois être rassurée, j'allais dire, mais les patients. Donc, j'espère qu'au terme, sera rassuré. On a quand même des réponses. Il y a juste si vous permettez, une dernière petite question. Pour tous les gens âgés ou moins âgés qui ne maîtrisent pas ni Internet, est-ce qu'il y a alors bon, on a l'habitude des numéros verts, mais est-ce qu'il va y avoir un numéro vert pour pouvoir orienter ces personnes qui n'ont pas accès au numérique? Alors, orienté vers quoi? Si c'est, par exemple, une question de circulation, certaines mairies proposent à leurs administrés, effectivement, de les aider à se retrouver dans les différentes questions et sur la question du QR code, par exemple, qui effectivement, on peut le dire, n'est quand même pas complètement simple. Nous-mêmes, on envisage de mettre un petit tutoriel en ligne pour les professionnels de santé. Ça, ce serait bien. Donc, effectivement, il faut reconnaître que c'est pas facile. Et ensuite, on a une campagne de communication, en revanche, pour l'orientation dans le système de santé. Et là, c'est très clair. La première étape, c'est on appelle son médecin traitant ou les professionnels de santé qu'on connaît. Si on n'en trouve pas ou s'ils sont partis en congé, il peut y avoir le remplaçant, mais sinon, on se renseigne. Alors, sur Internet, sur santé.fr, on a tous les lieux de soins. Et sinon, on appelle le 15, puisque derrière, on a aujourd'hui le service d'accès aux soins qui permet de savoir si on est sur une urgence, il faut aller aux urgences, ou alors on peut trouver un rendez-vous non programmé dans un délai relativement court si c'est nécessaire. Eh bien, je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Sophie Martinon, un dernier petit mot, quelque chose que vous auriez oublié qui jaillirait soudainement, alors que j'ai l'impression qu'on a été assez complet. Redites-nous l'adresse du site. Anticiperlesjeux.gouv.fr, bien sûr. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie tous les trois. Merci Farida Feza, merci Mathias Vargon, merci Sophie Martinon. C'était le premier épisode de Diagnostic. À bientôt. Vous venez d'écouter Diagnostic, le podcast de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Merci de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Nous nous retrouvons en septembre pour de nouveaux épisodes. À bientôt.